C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver pour le dernier virage de l'info. Bonsoir à tous. Fin du séminaire de réflexion du Sénat sur l'élaboration d'un plaidoyer auprès du gouvernement en faveur des collectivités territoriales. 3 tables rondes et une séance plénière ont marqué ces 3 jours de travaux entre sénateurs, des représentants de la RDCI et de l'UVICOSI ainsi que des experts de l'ambassade de France. La campagne sucrière 2021-2022 s'étendra sur 5 mois avec 7000 travailleurs. Elle prévoit une production d'1,021 tonnes de sucre. L'ouverture de la campagne s'est faite en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, et des autorités administratives et préfectorales des régions du Hambol et du Tchologo. Et puis le programme défilé socio-productif, une réalité en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, Miss Belmont Dogo et une forte délégation de la Banque mondiale ont visité quelques activités mises en place par plusieurs bénéficiaires du programme. Au total, plus d'1 million de ménages pauvres et vulnérables bénéficiera du programme. Voilà pour le titre. Après 72 heures de travaux et de réflexion, le séminaire portant sur l'élaboration d'un plaidoyer auprès du gouvernement en faveur des élus des collectivités territoriales initié par le Sénat a rendu ses conclusions. Les participants à ce séminaire ont formulé des recommandations. Des représentants de l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire ont pris part aux réflexions. Retour sur la clôture de ce séminaire avec Herman Guibé. Fin du séminaire d'élaboration du plaidoyer du Sénat auprès du gouvernement en faveur des élus locaux des collectivités territoriales après 3 jours de travaux. Ce cadre de réflexion a permis d'aboutir à un certain nombre de recommandations. Au titre du transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales, le séminaire recommande l'actualisation de la loi portant transfert et répartition des compétences de l'État aux collectivités territoriales en vue de la mettre en adéquation avec les dispositions de l'article 170 de la Constitution relative à la composition des collectivités territoriales et celle de la loi numéro 2014-451 du 5 août 2014 sur l'organisation générale de l'administration territoriale. Le séminaire recommande l'adoption de textes réglementaires portant statut de l'élu local et révalorisant ses indemnités. Les participants ont également recommandé d'inclure l'élu local au nombre des personnalités bénéficiant d'une pension de retraite et ou d'une rente viagère à l'issue de l'exercice de leurs fonctions. Enfin, le séminaire appelle le gouvernement à offrir à l'élu local les moyens d'assurer la libre administration des collectivités territoriales. Le Sénat a pris bonne note de ces recommandations. Mesdames et messieurs les experts, je voudrais vous donner cette assurance que vos réflexions si denses ne resteront pas dans les tiroirs. Bien au contraire, elles seront ainsi que les propositions pertinentes que vous avez formulées intégralement prises en compte afin de faire avancer la décentralisation de manière notable et efficace en Côte d'Ivoire. Le cheminement cohérent qui va conduire à présenter les préoccupations des élus des collectivités territoriales au gouvernement, afin de le convaincre et l'amener sans contrainte à adhérer entièrement à nos propositions, concilie parfaitement le métier d'avocat du président du Sénat. Des recommandations dont se félicitent les participants. Nous sommes dans une dynamique de plaidoyer. Nous montons, nous regroupons les arguments à notre niveau. Nous allons donc les verser au dossier du président du Sénat qui nous a fait l'honneur et le plaisir de nous regrouper ici pour échanger de la question qui est capitale pour nous. Le travail qu'on a fait, c'est de faire en sorte que nous puissions proposer au gouvernement un certain nombre d'éléments à l'effet de procéder à des toilettages, ce qui me semble quelque chose d'essentiel. Le ministre Dao Poulin, que nous représentons, a demandé que les maires s'organisent à leur niveau pour prendre à bras le corps le processus de développement, chacun dans sa commune. Donc nous sommes ici pour apporter notre contribution. 3 jours de réflexion à la permanence du Sénat d'Abidjan, riche en contributions et en recommandations.
Je vous le disais en titre, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural était dans le nord du pays. À Ferkessédougou, Kobena-Kwasi Adjoumani a procédé au lancement de la campagne sucrière 2021-2022. La Côte d'Ivoire, qui aspire à l'autosuffisance en sucre en 2023, entend investir davantage pour l'amélioration des productions. Kader Sogodogo. Kobena-Kwasi Adjoumani est à Ferkessédougou. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, vient apporter l'engagement du gouvernement d'accorder un intérêt particulier à la production sucrière en Côte d'Ivoire. Le pays se donne jusqu'en 2023 pour atteindre l'autosuffisance. À moins de 2 années du point d'impact, les statistiques sont les suivantes. Les 2 entreprises sucrières du pays produisent 83% des besoins annuels qui sont de 240 000 tonnes. Vous aurez compris tout le sens de cette mission gouvernementale sur les 2 sites de la SUCAF, FERK 1 et FERK 2. 2 temps forts. D'abord, la visite des sites suivie d'une présentation. Les responsables de la SUCAF ont mis le cap sur le progrès. Nous avons comme objectif de production cette année de récolter 1 021 000 tonnes de canne. C'est encore bien en dessous de ce que l'on espère. Vous voyez, la parcelle qui est là ne fait que 60 tonnes de canne à l'hectare. Une bonne parcelle en irrigué devrait faire 90. Donc il y a encore, évidemment, beaucoup de travail à faire pour remonter les rendements sur certaines parcelles. L'entreprise a prévu un investissement de 71 milliards de francs CFA sur 5 années. Un contrat plan signé le 1er mai 2021 à Abidjan entre le Premier ministre Patrick Achi et les entreprises sucrières témoigne de l'engagement du gouvernement de produire sur place tous les besoins du pays en sucre. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de signer une convention avec vous dans le cadre d'un partenariat que nous jugeons salutaire parce que vous donnez l'exclusivité de la production au niveau local et ensuite vous permettre de faire l'importation de façon exclusive. Pour nous, une volonté affichée du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de vous permettre de disposer de moyens assez adéquats pour continuer vos activités. Deuxième temps fort de cette mission, Kobena-Kwasi Adjoumani est aux commandes d'une coupeuse mécanique. Ensuite, avec une machette, il va couper la canne. Et le tout couronné par la mise en feu. La campagne sucrière 2021-2022 est ainsi lancée par une autorité gouvernementale. La dernière personnalité étatique à l'avoir fait était le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Nous étions en 1974 à Borotoukoro. La relance de l'industrie textile ivoirienne fait partie des préoccupations du gouvernement. Une volonté du chef de l'État qui s'est matérialisée ce week-end avec la visite à Dimbokro du ministre du Commerce et de celui de l'Industrie et des Finances. Souleymane Diarra-Souba et Adama Koulibaly sont allés constater la réalité de l'existant à Utexi. Envoyé spécial à Dimbokro, Lansine Bakayoko. Ici, l'usine de filature et de tissage de Dimbokro. Utexi, considéré autrefois comme le poumon de l'économie de la région, est complètement à l'arrêt. Pas nécessairement à cause des équipements inadaptés ou un problème de management, mais en raison de l'indisponibilité de la principale matière première, le coton. Je vais donner un signal fort à l'État pour dire que nous, on est prêts. Je pense que dès la semaine prochaine, nous, on va commencer déjà à installer de nouvelles machines de confection. Et on va recruter déjà des personnes. On va compter sur le soutien de l'État. À l'évidence, la survie de l'usine dépend d'une production de coton pérenne. La région en a le potentiel avec de très grandes surfaces disponibles. Mais selon les experts, il faudrait sans doute greffer une usine d'égrenage. Aujourd'hui, la visite ministérielle montre que l'urgence est de faire redémarrer les machines. Un plan stratégique est en train d'être conçu. Le diagnostic financier et technique va être approfondi pour qu'on puisse trouver des solutions. Il est important de trouver des solutions immédiates et puis également des solutions à moyen et long terme. Créer les conditions de la relance par des mesures administratives, mais aussi apporter un accompagnement financier à un grand pourvoyeur d'emplois.
2000 en régime opérationnel. On va certainement l'accompagner parce que c'est une entreprise privée, bien sûr avec l'aval du Premier ministre. Et en ce moment-là, le reste, ça dépendra de lui-même. Il faut qu'il se batte pour se rendre compte effectivement qu'il faut accroître lui-même la compétitivité de son entreprise de manière à pouvoir travailler sur le long terme et dans un environnement concurrentiel. Ces interventions de l'État en faveur du Texi d'Imbokro sont assujetties à une expertise préalable. Une expertise destinée à mieux voir les besoins et à légitimer l'appui éventuel de l'État à un opérateur privé. 120 000 tonnes, c'est le besoin du Texi pour asseoir sa compétitivité. Cette visite d'aide de membres du gouvernement donne l'espoir à l'activité économique de la région, mais davantage à ses populations impatientes. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique a procédé vendredi dernier au lancement officiel de la mise en œuvre du projet C2D Emploi Jeunes dans la région de Lamé. Selon le ministre Mamadou Touré, ce projet financé à hauteur de 590 millions de francs CFA par l'Agence française de développement et une rallonge de 143 millions de francs CFA du Conseil régional de Lamé va prendre en compte 840 jeunes de la localité. Eugène Toubé était à Adzopé, voici son compte rendu. Une éclaircie dans l'horizon des jeunes de la région de Lamé. La possibilité qui leur est offerte de lutter contre la pauvreté et gagner le pari de l'autonomisation. Voie d'accès, les activités génératrices de revenus, AGR, et les micro-projets d'entreprise. 840 jeunes de 13 sous-préfectures de cette région vont bénéficier de projets financés à hauteur de 590 768 000 francs CFA. Sur un marché du travail salarié saturé, l'auto-emploi est pour les jeunes de Côte d'Ivoire aujourd'hui, autant que pour celles de la région de Lamé, une alternative à leur réalisation sociale. L'initiative personnelle apparaît comme le principal créneau pour absorber une grande partie de cette main-d'œuvre jeune qui ne demande qu'à apporter sa contribution au développement du pays. Le Conseil régional de Lamé accompagne le projet d'insertion économique de ces jeunes à hauteur de 143 millions de francs CFA. Hachi Florence, représentant le Premier ministre Patrick Hachi, président de cette région, a relevé son engagement pour la cause de la jeunesse et félicité les initiateurs du projet C2D Emploi des jeunes. Cette frange de la population figure en bonne place dans les investissements de la région de Lamé. Et ce projet qui s'inscrit dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et de développement, permet à cette région de tenir ses engagements vis-à-vis de ces jeunes. De nombreux jeunes comme vous ont su profiter des opportunités offertes par l'État pour entreprendre et sortir de la précarité et qui exercent correctement leurs différentes activités. Chers parents et population de Lamé, le gouvernement compte sur vous pour encourager et accompagner cette jeunesse à réussir son autonomisation à travers cette initiative. Les 840 jeunes retenus bénéficieront de formations en entrepreneuriat, d'un financement de projets et d'un encadrement. La région de Lamé attend d'eux qu'ils soient des acteurs participant à son développement et à son essor, selon la vision de son président Hachi Patrick. Et on parle maintenant des concours de la fonction publique après les compositions en place au processus de correction des copies. Cette année 2021 marque la proclamation séquentielle des résultats après chaque session. Une innovation en la matière pour le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Rappelons qu'au moins 53 concours d'entrée à la fonction publique sur le 352 ont déjà été corrigés. On en vient maintenant au dossier de la rédaction de RTI 1. Une délégation de la Banque mondiale séjourne en ce moment dans notre pays. À Yamoussoukro, elle a visité quelques villages de la région du Bélier pour s'enquérir de l'avancée du projet des filets sociaux productifs. La visite s'inscrit dans le cadre d'une évaluation à mi-parcours du projet. À la tête de la délégation, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. C'est un dossier signé Salimata Dia. À Sakiaré village, sous-préfecture de Lolobo, dans la région du Bélier, Bédel s'est reconverti en couturier il y a de cela 3 ans, alors qu'il tentait tant bien que mal de trouver son gagne-pain quotidien dans le métier de tisserand. Avant, je tissais des pagnes. Quand je tisse les pagnes, des fois, au lieu de faire, je travaille le fil, je mets au moins 5 jours avant de finir les fils. Et puis, c'est moi-même, je tisse encore. Je m'en sors même pas même.
Voilà 3 ans qu'il a intégré la 2e cohorte du projet filets socio-productifs. Pour Bédel, c'était comme voir le bout du tunnel. Comme le filet social est venu, à 3e, 4e versement, j'ai donné ça à un Libanais. Donc il m'a donné la machine, travail payé. Donc depuis ce jour-là, je m'en sors très bien. Avec sa propre machine, il encaisse par jour en moyenne 5 000 francs CFA de marge de bénéfice. Il arrive ainsi par mois à subvenir aux besoins de sa famille. Ils envoient le pain et puis je raccommode. Et pour leur donner, par jour, je gagne 5 000. 2 fois, ça va dans 10 000, 40 pains. 2 fois, ça va dans 2500. Bédel se dit épanoui aujourd'hui grâce à son activité. Il a reçu une visite particulière à son atelier, celle de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Dès la fin de ce mois d'octobre 2021, il devra se prendre en charge financièrement, car les 36 000 francs CFA de transfert monétaire trimestriel du projet filets socio-productifs ne s'effectuent que sur une durée de 3 ans, par ménage bénéficiaire. Vous pouvez monter un projet. Et là, maintenant, le ministère vous accompagne. Ici, dans le village de Sakiaré, ils sont 85 ménages bénéficiaires. On peut donc absorber un volume de ressources aujourd'hui d'à peu près 35 millions de francs CFA, donc qui ont été redistribués en cash transfert tous les 3 mois. Le gouvernement a instruit aux fins de ce qu'on puisse donner une allocation qui constitue, n'est-ce pas, un transfert équivalent à 2 trimestres qui sont payés en une fois. Donc c'est une sorte de subvention de sortie qui a été également payée à l'ensemble des 87 ménages du village de Sakiaré. Une manne financière que certains ménages ont voulu capitaliser au maximum en se constituant en groupement de bénéficiaires. C'est le cas du doyen Amani. Son groupement enregistre 4 femmes et 6 hommes. On a au moins sur 15 000, voire même 20 000 par jour. Pour le moment, on ne se partage pas parce qu'on attend à ce que ça soit évolutif, afin que celui qui a une difficulté, on va lui en aide. Leur stratégie à eux, accumuler le bénéfice et investir dans d'autres activités génératrices de revenus avec l'allocation trimestrielle du projet filets sociaux. On a un champ de manioc et puis on a prévu encore faire l'élevage parce que déjà l'hangar est construit. Sur le terrain, la ministre Belmonde Dogo et la délégation de la Banque mondiale en visite dans le cadre du bilan à mi-parcours du projet se disent impressionnés de l'utilisation faite de ces ressources. Et on sent qu'en plus du transfert monétaire, il y a eu un vrai accompagnement par les consultants agents communautaires. Ça permet vraiment aux bénéficiaires d'avoir parcouru un long chemin. Et l'idée est aujourd'hui de travailler avec le gouvernement pour vraiment pérenniser tous les acquis qui ont été faits aujourd'hui. Pour nous, l'accompagnement ne sera pas financier, mais l'accompagnement sera un accompagnement de coaching. L'enrôlement de nouveaux ménages est à l'horizon avec toujours les mêmes critères de sélection et en ligne de mire, sortie les Ivoiriens du cercle vicieux de la pauvreté. Le dossier sur le filet socio-productif de Salimata Dia retrouvé sur RTI 1. Place à présent au point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 24 octobre 27 nouveaux cas de Covid-19 sur 3107 échantillons prélevés, soit 0,9% de cas positifs, 46 guéris et 0 décès. À la date du 24 octobre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 61 205 cas confirmés, dont 59 791 personnes guéries, 690 décès et 724 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 077 179. Le 23 octobre, 16 229 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 3 049 776 doses du 1er mars au 23 octobre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. On en vient maintenant au Dimanche Magazine. Le chef du service cancérologie du CHU de Treichville, par ailleurs, directeur du programme national de lutte contre le cancer, était ce dimanche l'invité de RTI 1. Le professeur Innocent Adoubi, dans le cadre d'Octobre Rose, a parlé de la lutte contre le cancer du sein, une pathologie fréquente chez les femmes en Côte d'Ivoire. Les facteurs de risque, les symptômes et les solutions ont été entre autres évoqués lors de son échange avec Hamza Diaby, dont voici un extrait.
Le premier facteur de risque, c'est l'âge. C'est-à-dire qu'une personne au-delà de 30 ans est déjà à risque du cancer du sein. À côté de cela, il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs hormonaux, c'est-à-dire le désordre hormonal peut entraîner l'apparition d'une boule dans le sein, mais il ne faut surtout pas oublier que notre mode de vie favorise l'apparition du cancer du sein à partir, bien sûr, de la sédentarité, le stress. À partir de 30 ans, une femme doit consulter de manière annuelle. C'est vraiment très important. L'obésité surajoute au risque. C'est pourquoi on demande de lutter contre la sédentarité, d'encourager la pratique sportive et d'avoir une alimentation riche en fruits et légumes et pauvre en graisse animale. Le symptôme essentiel, c'est l'apparition d'une formation, donc d'une boule dans le sein, qui ne fait pas mal au début et qui peut ne pas inquiéter la patiente. Et au fur et à mesure, dans l'évolution, cette tumeur va grossir. C'est le signe essentiel. À côté de cela, il y a des signes moins fréquents, tels que l'écoulement du sang, tels que la déformation du sein. Il faut attendre autour de 40-45 ans pour faire une mammographie. C'est à partir de là que cette mammographie peut être efficace et révéler effectivement un nodule. C'est l'objet justement, lors des campagnes de sensibilisation, d'apprendre à notre population féminine à faire l'autopalpation. Parce que cette autopalpation peut mettre en évidence un nodule, c'est-à-dire une boule d'environ 2 cm. Mais cette autopalpation doit être systématiquement accompagnée par un examen par le médecin généraliste, le gynécologue, le cancérologue ou une sage-femme chaque année. Donc un examen annuel est systématiquement demandé. Et pour les femmes au-delà de 40 ans, voire autour de 45 ans, une mammographie est demandée également. Et c'est ce trépied-là qui permet de faire un dépistage de qualité. Et on continue à parler du cancer du sein avec notamment la mobilisation des médias. Pour la 5e année d'affilée, l'ONG Ecomédia a appelé la population à s'imprégner des mécanismes de prévention. Une rencontre de sensibilisation s'est déroulée ce week-end à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. On en parle avec William Skakou et Salima Toudia. Octobre rose, cancer du sein, la lutte se poursuit du côté de l'ONG Ecomédia en action lors des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Les médias, acteurs majeurs dans la stratégie de communication pour une sensibilisation des populations au dépistage précoce, ont été instruits sur cette maladie, première cause de mortalité par cancer chez les femmes, selon l'OMS. Contribuant à la lutte, l'organisation fait un plaidoyer auprès des autorités. L'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup dans le domaine de la lutte contre le cancer. On a un plateau technique qui répond aux normes internationales. Tout ça fait partie des efforts que l'État de Côte d'Ivoire fait dans le domaine de la lutte contre le cancer du sein. Nous souhaitons que l'État de Côte d'Ivoire mette en place une prise en charge totale, psychologique, financière et tout, pour aider nos mamans qui sont dans les difficultés parce que vous savez, le protocole de soins des cancers du sein coûte assez cher. Le gouvernement n'est pas indifférent à cette maladie qui touche 70% des pays en développement. Le plaidoyer est donc entendu par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui appelle avant tout à un dépistage précoce afin de sauver des vies. Soyez assurés que votre combat est aussi le nôtre et que la sensibilisation à cette maladie est particulièrement au centre des priorités du gouvernement et particulièrement celle du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Un dispositif médical composé d'oncologues, de psychologues et de sages-femmes mis en place les 22 et 23 octobre à l'hôpital général de Koumassi, au centre de santé communautaire d'Anono Cocody et celui de Yopougon-Ouassakara. Et ce, afin de prendre en charge les examens des femmes pour une prévention contre la maladie. On parle maintenant de cohésion sociale avec le ministre Adama Diawara qui s'est rendu ce dimanche dans la commune de Yopougon, au quartier de la Sikoji. Il a invité les jeunes à promouvoir la cohésion sociale. Après avoir dressé le bilan du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique leur a promis du soutien afin d'améliorer leurs conditions de vie. Didier Nguessan. Scène de liesse populaire au quartier Sikoji de Yopougon. Chef traditionnel, association de femmes et plateforme de jeunes venus des différents secteurs de la commune
ont pris rendez-vous avec le ministre Adama Diawara. Cette mobilisation est le symbole de l'adhésion des populations à accompagner le ministre sur les chantiers de la cohésion sociale et du vivre ensemble. S'il n'y a pas de cohésion sociale, il n'y a pas de développement. Nous, la CICOG, on veut avancer. Si on ne vit pas ensemble, alors c'est que nous sommes perdus, alors qu'on ne veut pas être perdus. Déplacer un homme d'État, venir pleurer avec nous, venir danser avec nous, vraiment, on retient rien que le positif. Le ministre communie avec les populations. Après avoir fait le bilan des réalisations du président de la République, Adama Diawara invite les populations à œuvrer pour la cohésion sociale et la paix. Il s'est engagé à mettre en place un instrument de développement en faveur des jeunes. Pour que la Côte d'Ivoire demeure sur cette trajectoire de paix et de développement socio-économique, il faut que nous fassions preuve de solidarité, d'union, de fraternité, de cohésion sociale, de vivre ensemble. Mes frères et sœurs de Yopougon, notamment de la CICOG, ont bien compris le message et je suis persuadé que chacun d'eux fera sien tout ce qui a été dit, tout ce qui a été prôné comme valeur. Plusieurs prestations d'artistes ont meublé cette rencontre. Et on se rend maintenant dans le Morono où le ministre-gouverneur du district de la Komoé était en tournée. Pascal Abinan Kwaku a sillonné les villes d'Ara, de Mbato et de Bongwanou. Dans les 3 localités visitées, les populations lui ont témoigné leur soutien pour la réussite de sa mission. Herman Yamia. Après la région du Sud Komoé, le ministre-gouverneur du district de la Komoé dans la région du Morono, Pascal Kwaku Abinan, est venu se présenter aux populations de cette région afin de bénéficier de leur bénédiction pour la réussite de sa mission. En 2 jours de tournée, il a sillonné les villes d'Ara, de Mbato et de Bongwanou. Je suis venu solliciter votre adhésion et vous demander de vous l'approprier pour que dans une synergie d'action, nous atteignions notre objectif. L'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, qui était aux côtés de Pascal Abinan Kwaku au cours de cette tournée, a indiqué que cette visite est appropriée car elle lui donne la possibilité d'expliquer aux populations la mission qui lui a été confiée. Il y a le conseil régional qui existe, il y a les communes qui existent, il y a les préfets qui sont là. Quel serait le rôle de chacun? Il faut discuter un peu de tout cela. Et je crois que c'est ce qu'il est venu faire. Les populations ont félicité le ministre-gouverneur pour sa nomination. Nous ne faisons que dire merci au chef de l'État, au Premier ministre Patrick Achi, au président Awandoli Théophile et dire au ministre-gouverneur qu'il a tout le soutien de la population de Bongwanou pour l'accompagner dans cette noble mission. Nous repartons d'ici avec une très forte impression, une impression d'adhésion aux missions que le président de la République a bien voulu confier au ministre-gouverneur. La population y adhère, les cadres y adhèrent puisque tous les cadres de la région du Morono étaient tous présents. Le district de la Komoé compte un peu plus d'1 500 000 habitants. Il compte 3 régions, le Sud Komoé, le Morono et l'Indénié Guablin. Et cette journée d'hommage et de remerciement à l'endroit du chef de l'État Alassane Ouattara à Fresco, réunis sur l'esplanade de la préfecture, les populations ont témoigné leur reconnaissance au président de la République pour ses actions de développement menées en faveur du département et de tout le Boclé. Elles ont surtout salué le démarrage des travaux de renforcement de la route côtière, une route qui va désenclaver Fresco. Sam Kona. Grande mobilisation des populations de Fresco pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara et lui témoigner leur reconnaissance pour toutes les actions de développement en faveur du département et la nomination de Philippe Légré comme ministre-gouverneur du district autonome du Bassa-Sandra. Un seul mot revenait sur toutes les lèvres. Merci, traduit ici par le maire Begrofo Filbert. Je vous demande d'acclamer très très fort pour lui dire merci. Acclamons-le pour lui dire merci. Merci au président de la République qui fait beaucoup pour notre département. Après avoir remercié à son tour le chef de l'État et le Premier ministre pour sa nomination, le ministre-gouverneur Philippe Légré a rappelé quelques actions menées par le président Alassane Ouattara en faveur des populations dans la région du Boclé. 10% de couverture, on est passé à près de 90%. Tous les villages et tous les campements sont électrifiés ou en voie d'électrification.
Les voiries des chefs-lieux de département et de région sont totalement bitumées ou en voie de l'être. Les travaux de la côtière lancés officiellement il y a de cela un mois ont effectivement démarré. Et tout ceci pour dire que le pays avance, la région avance et le district avance. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à toutes les populations de notre district, singulièrement à celle du Bocré, à continuer de faire confiance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, homme de paix. Le ministre-gouverneur Philippe Légré a profité de l'occasion pour présenter l'outil de développement, le district autonome du Bassa-Sandra. Pour la réussite de sa mission, Philippe Légré lance un appel à l'union. Et on parle maintenant de 7e art. Le FESPACO, le Festival de cinéma et de la télévision de Ouagadougou, a refermé ses portes samedi. Le Grand Prix Talon d'Or de Yenanga revient à un réalisateur somalien. Khada Ahmad a convaincu le jury par la qualité de son long métrage. De retour de Ouagadougou, le compte-rendu de Serge Koléa. Les Talons d'Or va la femme du fossoyeur. La Somalie sur le toit du cinéma africain. Rader Ahmed enlève le prestigieux Grand Prix et Talon d'Or de Yenega, doté de 20 millions de francs CFA. Le réalisateur absent, son prix a été réceptionné par une membre de l'équipe de production. Le jury, présidé par Abderrahmane Sissako, a été séduit par sa fiction intitulée « La femme du fossoyeur ». Ce film est beau, comme d'autres films que nous avons vus, parce que l'Afrique aujourd'hui est racontée comme jamais, dans sa souffrance, mais dans sa beauté. Étalon d'argent de Yenega, Freda Jessica, réalisateur haïtien. Il enlève la somme de 10 millions de francs CFA. Une histoire d'amour et de désir de Leïla Bazid de la Tunisie gagne l'étalon de bronze et 5 millions de francs CFA. Dans la catégorie documentaire long métrage, Garderie nocturne du Burkinabé Moumouni Sanou décroche l'étalon d'or de Yenega et 10 millions de francs CFA. 24 prix décernés au cours de cette soirée. La Côte d'Ivoire se distingue avec 2 prix. Le prix doté de 2 millions de francs CFA pour le jeune réalisateur Joël Akafou et son documentaire Traversée. C'est un honneur pour moi que mon style, ma manière de faire des films soit appréciée et soit aujourd'hui distinguée au travers de ce trophée, ce grand prix de la section perspective des films documentaires. Philippe Lacotte, avec son film La Nuit des Rois, reçoit le prix du meilleur décor. C'est une compétition, le jury est souverain. C'est vrai qu'il faut dire la vérité, on s'attendait à plus, mais pas trop déçus parce qu'effectivement, ils ont récompensé peut-être ce qu'il y a de plus fort dans le film, qui est le décor. Le ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle entend poursuivre ses efforts. La moisson est maigre, mais nous avons bon espoir. Le fait d'être sélectionné est déjà une très bonne chose. Vu l'envergure du FESPACO, merci au peuple burkinabé pour l'accueil chaleureux et vive l'Afrique, vive le cinéma. Pays invité d'honneur, le Sénégal était représenté au plus haut niveau par le président de la République, Macky Sall. Il était aux côtés du président burkinabé, Roch Marc Christian Kabore. La 27e édition du FESPACO s'est tenue du 16 au 23 octobre 2021. Et on regarde maintenant le 7 sur 7, le tour de l'actualité dans le monde en 7 jours, une sélection de Sidonie Davila. Au cœur d'une bataille judiciaire féroce, le gouvernement de Joe Biden a formellement demandé lundi à la Cour suprême des États-Unis de bloquer une loi extrêmement restrictive sur l'avortement au Texas. Elle interdit aux femmes d'avorter dès que les battements de cœur du fœtus sont détectables, soit environ 6 semaines de grossesse. Les autorités turques ont convoqué les ambassadeurs de 10 pays, dont les États-Unis, l'Allemagne et la France, à la suite d'un communiqué demandant la libération du philanthrope Osman Kavala, a rapporté mardi l'agence de presse officielle. Des manifestations non autorisées ont lieu mercredi dans plusieurs villes du Nigeria pour commémorer la tuerie du péage de Lekki. Selon Amnesty International,
Ce sont au moins 56 personnes qui ont perdu la vie dans la répression brutale de ce mouvement de protestation inédit au Nigeria. La conférence internationale pour la stabilité de la Libye s'est tenue à l'initiative du gouvernement intérimaire à Tripoli jeudi. Une trentaine de délégations ministérielles ainsi que l'ONU, l'Union européenne et l'Union africaine étaient présentes pour soutenir le processus de transition en Libye. Durant cette conférence, la priorité a été réitérée, tenir les élections du 24 décembre prochain. Le président congolais a annoncé le 22 octobre avoir décidé de confirmer le choix controversé de Denis Kadima au poste de président de la stratégique commission électorale. Et ce, malgré l'opposition de 2 des 8 confessions religieuses, catholiques et protestantes, ainsi que des partis d'opposition et même de certains membres de la Sainte Union, comme Moïse Katumbi et Vital Kamerhe. Une délégation du Conseil de sécurité est arrivée ce samedi à Bamako. Cette délégation encourage le Mali à revenir à un pouvoir civil après 2 putschs en 9 mois dans une région en proie aux violences djihadistes et intercommunautaires. En Haïti, l'insécurité causée par les gangs plonge chaque jour davantage dans le chaos. La recrudescence exponentielle des rapes crapuleux perdus et dans un court film, le chef du gang qui enlève les 17 citoyens nord-américains, samedi menace aujourd'hui de les exécuter. La vidéo a été diffusée jeudi 21 octobre sur les réseaux sociaux. Devant les cercueils où sont placés les cadavres de 5 de ces hommes tués par la police et selon lui, Wilson Joseph, chef du gang appelé 400 Mawozo, est bref, mais ses propos sont sans ambiguïté. Il dit que s'il n'obtient pas ce dont il a besoin, il tuera les Américains. La sélection de Sidonie Davila a été commentée par Abou Sanogo. Ainsi se referme cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir et que la paix soit chez vous.